Bien, donc pour continuer cette matinée consacrée aux dynamiques innovation des CHU et particulièrement aux dynamiques en matière d'innovation managériale, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce matin pour la table ronde consacrée vraiment à l'enjeu de redonner envie de travailler à l'hôpital et notamment dans les CHU. Nous accueillons monsieur Nicolas Revel, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et madame Angélique Bijoux-Coffinier, qui est directrice générale adjointe du CHU de Lille. Si vous me permettez en quelques mots de présenter nos intervenants, qui sont déjà très connus. Donc monsieur Revel, merci à nouveau de votre disponibilité. Vous êtes haut fonctionnaire, conseiller maître à la Cour des comptes. Vous avez exercé de nombreuses responsabilités dans différents cabinets d'administration, également au sein de la présidence de la République et du cabinet du Premier ministre. Vous avez été directeur général de la CNAM et depuis maintenant quasiment un an, vous êtes désormais directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Angélique Bijoux-Coffinier, vous avez exercé différentes responsabilités dans certains CHU. Vous êtes au CHU de Lille depuis maintenant 10 ans, où vous avez embrassé les fonctions de directeur des ressources matérielles, puis directrice des ressources humaines. Et vous êtes directrice générale adjointe maintenant depuis 2 ans. Et à cette occasion, vous allez pouvoir nous témoigner de la politique de long terme que met le CHU de Lille en matière d'amélioration de la qualité de vie et d'utiliser vraiment tous les leviers qu'on a à notre main pour favoriser l'attractivité, la fidélisation et les conditions de travail de nos professionnels. Donc pourquoi vous avoir sollicité tous deux ce matin? Parce qu'on l'a vu, on sait tous qu'on est face au niveau de l'hôpital, mais également des cliniques, plus largement des établissements de santé, à la deuxième crise, comme on a tendance à l'appeler, après la crise Covid, désormais la crise en matière de ressources humaines, avec des enjeux très forts identifiés en matière d'attractivité, dans un premier temps, et surtout de fidélisation de nos professionnels. On fait tous face à un certain turnover, à la fois chez les professionnels soignants, administratifs, techniques, mais également médicaux, qui nous questionnent dans nos pratiques. On le voit ici, dans l'enjeu de la représentation des établissements de santé au niveau, ne serait-ce que du salon infirmier depuis l'année dernière au niveau de Santé Expo. C'est un enjeu majeur pour nous. Et vos 2 établissements ont souhaité l'aborder de manière la plus concrète possible, aller chercher au plus près des professionnels leurs attentes en matière d'évolution dans leur qualité de travail, dans leurs conditions de travail, qualité de prise en charge des patients et enjeux aussi intellectuels dans leur exercice quotidien pour chercher les leviers, certes d'attractivité, mais surtout et vraiment de fidélisation. Donc de manière très emblématique, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, vous avez mené une démarche projet originale, en tout cas dans ce qu'on a pu, mais vous allez nous la décrire, très ancrée dans le terrain des attentes des professionnels en mode un peu enquête flash, ce qui vous a amené à publier un document socle sur les 30 leviers pour agir ensemble. Et c'est à cette occasion, vraiment sur ce document emblématique et cette démarche spécifique que nous souhaitions aujourd'hui vous donner la parole, monsieur Revel. Et s'agissant du CHU de Lille, pour avoir préparé ces éléments avec votre équipe, j'ai compris que la démarche était plus ancienne, plus ancrée, qu'aujourd'hui vous étiez en phase de réécriture de votre projet d'établissement et que vous alliez pouvoir là témoigner auprès de nous du coup d'une démarche qui est vraiment au cœur de toutes vos pratiques managériales depuis plusieurs années. Donc 2 modes de gestion de projet différentes, une formalisation différente également, et puis je pense, j'imagine en tout cas un certain nombre de thématiques communes, l'idée étant pour tous les participants aujourd'hui bien entendu de tirer un peu des idées, des leviers qui nous permettraient demain de garder nos professionnels, mais pas uniquement pour les garder pour qu'ils soignent mieux, qu'ils travaillent mieux, et que globalement on ait une vraie plus-value pour la société en matière de management et de prise en charge à l'hôpital public, tant sur les enjeux de soins, mais également bien entendu de recherche et d'enseignement, puisque ça fait partie de notre thématique première au niveau des CHU. Donc après cette petite introduction, je me permets, monsieur Revel, de vous donner la parole, peut-être que pour que vous nous décriviez un petit peu ce qui a servi de constat de départ dans la démarche qui a été celle de l'assistance publique et que vous incarnez depuis votre prise de poste. Et puis peut-être que vous nous présentiez aussi quelques éléments de méthodologie de projet, puisqu'elle nous a semblé particulièrement emblématique de la démarche qui caractérise aujourd'hui l'assistance publique. Merci. Merci pour l'invitation. Bravo pour l'introduction qui a à peu près tout dit et parfaitement campé le décor. Le point de départ, le constat qu'on peut faire, en tout cas que je fais dans les premiers jours de ma prise de fonction qui est en juillet dernier,
Ce sont des éléments qui sont connus de tous les établissements sanitaires. C'est 12% d'effectifs infirmiers en moins en 4 ans. 12%. Et c'est un pourcentage de lits fermés à la PHP qui est en MCO à 18%, en SSR à 20%, et c'est 12 points de plus que 4 années avant. 12 points rapportés à 18 000 lits, ça fait à peu près plus de 2000 lits qui ont disparu. C'est en gros un CHU, un CHU moyen, petit, qui a disparu de la carte hospitalière en 4 ans. Bon. Et comme vous l'avez dit, oui, on recrute, parce qu'on continue de recruter à l'AP. Et en 2022, on a d'ailleurs recruté davantage, je prends les infirmières, infirmiers, davantage en 22 qu'en 21 et même en 2019. Et donc le sujet que nous partageons tous, c'est la fidélisation. Et on a un taux de départ dans les 3 ans qui était à peu près de 30-31% il y a 4-5 ans et qui est monté à 38%. Donc on a une évaporation entre guillemets rapide et qui progresse. Voilà. Donc ça c'est le constat de départ qui, vous l'avez compris quand même, renvoie à des facteurs de fragilisation qui ont commencé avant la crise Covid et que la crise Covid a accéléré. Alors quand on arrive dans cette situation, la première chose que fait n'importe quel nouveau directeur général de l'AP, c'est d'aller au contact. Ce que j'ai beaucoup fait pendant l'été, de passer de nombreuses heures à discuter avec les professionnels de tous les établissements, de tous les métiers. Et honnêtement, tout sort, quoi. Ça s'exprime très fortement. Et là, vous voyez à la fois qu'il y a une vraie inquiétude, une vraie angoisse collective, une envie de s'en sortir, ce qui est quand même un premier élément rassurant, et une très grande lucidité sur le fait que nos problèmes sont multifactoriels. Je n'ai pas du tout entendu, c'est la faute à l'ONDAM, c'est la faute au sujet des salaires. Les sujets de salaire viennent, mais viennent plus encore 1000 sujets du quotidien sur lesquels on se dit il y a des prises. Voilà. Et il y a d'autant plus de prises que tout le monde est conscient que agir sur ces leviers du quotidien renvoie à la responsabilité de tous. Donc il y a des attentes qui s'expriment vis-à-vis de la direction générale de l'AP, mais tout le monde est conscient que, y compris les chefs de service, les cadres, ont une part, entre guillemets, de la réponse entre leurs mains. Donc quand vous baignez là-dedans pendant juillet, août, ce que j'ai fait pour répondre à votre question sur la méthode, c'est que début septembre, j'ai posé en fait en interne un premier document qui faisait une vingtaine de pages, que j'ai appelé déjà, à l'époque c'était pas 30 leviers, mais c'était 30 pistes, et où je disais voilà ce que j'ai moi perçu, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que me semble être des pistes de solutions, et voilà toutes les questions que ça pose. Parce qu'en fait, au-delà même de savoir si ce sont les bonnes pistes, est-ce qu'il en manque, est-ce qu'il n'y a pas des fausses bonnes idées, on sait qu'il y a des sujets sur lesquels on est au clair sur le fait qu'il faut y aller, mais la question qui est parfois difficile, c'est comment on réussit à y aller, parce que le diable est dans la mise en œuvre. Voilà. Et donc on a passé de septembre à décembre, puisque je voulais attendre les élections professionnelles de début décembre pour sortir le plan final, avec beaucoup de concertations, beaucoup de contributions, des votes même dans les GHU, qui sont nos 6 sous-ensembles, sur quelle piste est la plus importante. Et donc on a à la fin sorti ce plan 30 leviers, sur lequel on reviendra, je vais vous passer la parole ensuite, qui cherche à, fait ce pari d'essayer d'avancer simultanément, ensemble, sur toute une série d'actions, parce que je considère en fait qu'il n'y a aucun levier magique, il n'y a même pas 2-3 leviers magiques, qu'il faut prendre le sujet de A à Z et d'essayer d'agir dans le même pas de temps de ces 12-18 mois pour avancer de front sur tous ces sujets, et on y reviendra, réussir à le faire en embarquant tout le monde au sein d'une maison à PHP que vous connaissez, c'est 100 000, 38 établissements, 6 GHU, 800 services. Voilà. Et on y reviendra, tout le sujet, c'est de garder de l'impulsion, de la cohérence dans la mise en œuvre, mais de réussir à faire en sorte que cette mise en œuvre, elle laisse des marges de manœuvre, d'autonomie, d'appropriation pour que ça diffuse et ça infuse sur l'ensemble des sujets sur lesquels on va revenir peut-être, mais sur lesquels il faut agir.
Alors à Lille, effectivement, vous l'avez dit, Bergamote, on avait une démarche qui avait débuté avant la crise sur une réflexion en termes d'innovation managériale, de stratégie d'attractivité, de fidélisation, parce qu'on avait déjà les constats qui ont été évoqués à bas bruit, et c'est évident que la période de crise et de post-crise ont nécessité que l'on accélère la mise en œuvre de certaines actions. On n'a pas à proprement parler lancé de démarche cadrée pour élaborer un plan d'action sur le sujet. En revanche, on avait une matière préexistante, on avait des méthodes qui ont plutôt fonctionné de façon efficace pendant la crise et on a souhaité s'appuyer sur cette méthode pour accélérer la remontée de propositions. Et donc, sans méthode, on a en tout cas organisé des outils pour que les propositions émergent, continuent à émerger telles qu'elles l'avaient fait pendant la crise. On a par exemple utilisé 2 outils en mettant en place un comité des projets qui est un guichet unique pour les équipes, qui permet de donner de la visibilité sur ce qui est possible de faire, qui permet de faire maturer aussi, dans une forme de laboratoire d'expérience aussi, faire maturer des projets, les accompagner, les faciliter et puis montrer aux équipes que les propositions ont un lieu d'expression et qu'elles peuvent ensuite prospérer. Ça, c'est un premier exemple d'outil. Deuxième exemple, on s'est appuyé sur les dispositions de la prime d'intéressement collectif pour mener un appel à projet interne qui a été un succès. On a eu énormément de propositions et de projets dans le cadre de cet appel à projet et beaucoup des sujets touchés à l'attractivité, la fidélisation des équipes, le vivre ensemble, le collectif. Et donc ça nous a permis d'enrichir nos éléments sur le sujet. Et puis bien sûr, en parallèle, notre gouvernance a travaillé sur des impulsions transversales sur les notions de fierté, d'appartenance, marque CHU. Et donc on a beaucoup aussi travaillé sur faire connaître nos projets, donner envie de venir travailler au CHU de Lille, montrer tout ce qui se fait, ce qui est possible, ce qui existe, le dynamisme. Donc on a eu beaucoup de réflexions sur ce sujet de la fierté d'appartenance et de l'identité. Et en parallèle, nos équipes qui travaillaient sur ces sujets, DRH, affaires médicales, coordination générale des soins, ont poursuivi les actions de politique d'attractivité, de fidélisation sur lesquelles on pourra revenir après. Merci beaucoup. Donc on conçoit tout à fait à la fois une démarche pré-crise et puis l'outil de gestion de projet interne pour un peu libérer les énergies. C'est la thématique du témoignage précédent, mais je pense que c'est au cœur également de notre table ronde actuelle. Si vous le permettez tous les deux, je pense qu'en effet on est tous très intéressés pour aller au fond de certains sujets et notamment si vous aviez la possibilité, alors on a compris et c'est très clair à la lecture d'ailleurs du document produit par l'assistance publique Hôpitaux de Paris qu'il n'est pas question de prioriser et que les 30 leviers, l'ensemble des actions sont prioritaires. C'est vraiment très bien expliqué et illustré dans le cadre de la feuille de route de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Mais néanmoins, est-ce que ça vous serait possible de nous de nous donner pour vous les grandes orientations, les très grands objectifs stratégiques dans l'ensemble des champs? On ne pourra pas rentrer dans le détail, mais ça me semble vraiment important que ça nous donne à tous une idée du champ très large qu'embrassent ces enjeux d'évolution des conditions de travail des professionnels dans nos établissements. Ok, donc je ne vais pas reprendre les 30, je vais essayer de faire passer en revue quand même les principaux et notamment ceux sur lesquels on a commencé vraiment à avancer. Alors, voilà, ça va prendre on va couvrir toute la palette un peu des sujets. On a un sujet logement en Île-de-France, très clairement. Donc, dans les sujets de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, on a dans les 30 leviers décidé de mettre un accent et une priorité financière forte sur le fait d'augmenter très fortement nos capacités d'attribution de logements. On en attribuait chaque année 600. On dégage des marges et on est soutenu par l'État pour pouvoir passer de 600 à 1200 logements dès 2023. Et on est en train de boucler d'ailleurs maintenant avec un dernier retour des bailleurs, constructeurs, promoteurs, l'atteinte de ces 1200 en logement social et en logement intermédiaire. Bon. On a évidemment au titre de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, le sujet des schémas horaires. On voit bien une très forte appétence sur le 12 heures.
qu'on laisse se développer, évidemment, sinon je pense qu'on ne recrute pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en restant à 7h36, on ne recrute pas, ou très difficilement. Donc on a le sujet de 12 heures, dont on sait qu'il est plébiscité par les équipes de jour, c'est plus difficile sur les équipes de nuit. On essaie de faire émerger des schémas horaires innovants, alternatifs, un peu coûteux en emploi. En 8h45, en 9h, on a fait un appel à projet au sein des services de la paix. On a déjà 60 services qui ont voulu se positionner. On en a retenu aujourd'hui à peu près 35. On relance une deuxième fenêtre et on va continuer à accompagner cela. On a un sujet, parmi les irritants, c'est le sentiment de beaucoup de médecins et de soignants de passer beaucoup de temps à faire autre chose que leur métier de médecin et de soignant. On connaît tous ça par cœur. Et donc, dans l'économie générale du PGFP qu'on a négocié, moi j'ai considéré que c'était une priorité de pouvoir créer, avec une partie de création et de redéploiement, 600 postes administratifs, techniques, logistiques dans les services ou à proximité des services pour essayer de décharger, d'avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'équipe et de pouvoir ainsi donner le sentiment à des médecins, à des cadres, à des infirmiers qu'on les libère. Évidemment, ça renvoie aussi ce sujet au système d'information, à des sujets très pratiques de qualité du support informatique de la PHP qui malheureusement est extrêmement perfectible et on a mis une conduite de projet sur comment on améliore le support informatique, la réactivité, ne serait-ce que de donner des délais et de les tenir. Voilà. On engage à tout un sujet sur comment on décide à la paix. Vous savez que c'est aujourd'hui, quand vous arrivez à la paix, on vous dit voilà, on comprend rien, on ne sait pas qui décide, on envoie des mails, personne ne répond, on ne connaît pas les interlocuteurs, tout se décide au-dessus, ça prend des mois. Voilà. Donc je pense que c'est un très beau sujet que toutes les organisations du monde traitent régulièrement et sur lequel il faut aller. Et donc on a depuis maintenant 6 mois maintenant, puisqu'on va sortir les choses début juin, sur la fonction RH au sens large, y compris les sujets de transformation d'emploi à TPER constant, les sujets achats, maintenance, bon, et tout le sujet des essais cliniques et des projets en recherche sur lequel il y a un sentiment de difficulté, de longueur, voilà, qu'on traite. Et donc on fait un travail très minutieux qui est clarifié, simplifié et rapproché vers le service tout ce qu'on peut rapprocher. Et on va en juin annoncer des évolutions qui fait que les services vont récupérer de la marge de décision sur des choses très concrètes. Et enfin, on a un énorme sujet qu'on va commencer maintenant à prendre seulement, parce que si on a dit qu'on prenait tout, on essaie on n'a pas tout lancé ensemble, sur un enjeu qui est pour moi majeur quand vous discutez avec les équipes, c'est l'ambiance de travail dans les services. C'est comment à un moment donné on crée du collectif, le sentiment d'être partie prenante d'une équipe, d'être embarqué dans des logiques de projet, avec de l'information qui se diffuse, des réunions de staff où tout le monde est autour de la table, des revues de mortalité et morbidité où tout le monde est autour de la table, et où on fait équipe. Et ça, honnêtement, vous le voyez dans les services où ça existe et on vous le dit. Et les autres, c'est pas la même situation RH, et c'est pas la même situation d'effectif, et c'est pas les mêmes départs. Donc comment on se saisit de ça avec les chefs de service, avec les cadres, sans appliquer une méthode partout la même, ça n'aurait aucun sens, pour que dans tous les services de la paix, on se pose la question de où est-ce qu'on en est là-dessus et comment on peut travailler avec des ressources qu'on leur apportera, mais sans les brusquer, pour que là où c'est super, c'est très bien. Là où c'est catastrophique, on sait que ça va être difficile pour d'autres raisons, mais il y a tout un nombre de services au milieu où on peut faire mieux. Voilà. Et après, on a en perspective 2 grands sujets, parce que là, on est très sur l'interne, les RH, le fonctionnement, qui est le patient et tous les sujets d'accueil, de parcours sur lesquels on va produire un plan d'action à la fin de l'année. Et dernier sujet qui est pour nous très important, c'est la stratégie médicale, l'évolution de l'offre à 3-5 ans, sur lequel on lance là aussi un travail pour se dire, comme je vous l'ai dit, on a 18% de lits fermés. À 3-5 ans, qu'est-ce qu'on rouvre, dans quelle spécialité, en HC, en HDJ. Et ça, c'est un travail de fond.
Nous avons à peu près les mêmes grandes orientations, hein, avec des déclinaisons différentes liées au contexte de nos établissements. Mais c'est vrai que le sujet que vous avez évoqué en premier, celui de la simplification et de l'allègement des contraintes, c'est évidemment quelque chose de majeur dans notre CHU aussi, avec des exemples concrets sur effectivement alléger les tâches qui ne sont pas le cœur de métier et que nos personnels restent attachés à leur métier, qu'ils ne le voient pas comme un emploi dans lequel il y aurait des tâches qui n'ont rien à voir avec leur vocation première et la raison pour laquelle ils s'engagent au quotidien. Donc on a développé de nombreux projets sur cette thématique, hein, les logisticiens du soin. Ça fait écho à ce que vous dites sur introduire des personnels administratifs et logistiques dans les services pour effectivement libérer notre encadrement, mais aussi nos équipes soignantes de tâches de commande, de réception, de stockage, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. On a plusieurs expérimentations en cours qui fonctionnent bien et l'objectif est de continuer sur ce sujet. La dématérialisation aussi permet de redonner du temps et de le réinvestir sur des tâches cœur de métier. Et puis dans le sujet de la simplification et d'allègement des contraintes, moi je pense aussi aux expériences sans cesse plus poussées en matière de délégation de gestion. Délégation de gestion, alors assez classiquement sur de l'investissement, des crédits d'investissement du quotidien, mais aussi en matière de ressources humaines. On délègue du recrutement, on délègue de la discipline de premier niveau aussi, qui repositionne quelque part le management et qui est un sujet qui prend bien et qui vraiment apporte des résultats intéressants pour tout le monde et contribue à une ambiance d'équipe un peu meilleure. On a une deuxième grande orientation autour de finalement la politique RH et l'attention que l'on porte aux professionnels. Alors le sujet fait le dire comme ça, c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais en tout cas c'est important et nos professionnels depuis la crise sont très attentifs à ces signaux-là. Alors on a mis en place par exemple une très grande zen zone, salle de sport, offre de massage, de cours collectifs où les gens se rencontrent aussi, où les gens de service, parce que le CHU de Lille a l'avantage d'être un campus avec de gros hôpitaux qui sont sur un même site. Néanmoins, nous sommes quasiment 17 000 aujourd'hui et cette zen zone est un point de rencontre d'équipes qui ne se connaissent pas alors qu'elles travaillent dans le même établissement parfois depuis de très très nombreuses années. Et donc on a créé aussi cette forme de collectif et de rencontre qui est intéressant. Et puis bien sûr, toute la politique RH, elle préexistait, elle s'est accélérée avec les constats et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Alors on développe la détection des potentiels, on développe les sujets autour de l'intégration, parce que comme vous le dites, l'esprit d'équipe, l'ambiance d'équipe, l'intégration, comment on accueille quelqu'un, comment on fait en sorte qu'il se sente bien, qu'il ne reparte pas au bout de quelques semaines, parfois quelques jours, on a pu le constater malheureusement dans certaines situations. C'est quelque chose d'important. La protection. On a mis en place il y a un peu plus de 2 ans maintenant un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et contre le harcèlement avec un dispositif de signalement interne qui fonctionne vraiment bien. Alors il a eu un petit peu de mal à démarrer, mais aujourd'hui on est vraiment sur une satisfaction des professionnels qui y ont recours. On a des dispositifs de CVH pour le personnel médical et puis une équipe mobile de psychologues en soutien à certains agents qui en expriment le besoin. Sur notre politique RH, évidemment, l'ensemble des sujets qui sont liés à la conciliation vie pro, vie perso que vous évoquiez, le 12 heures. Aujourd'hui, parmi les conditions qui sont parfois posées par les futurs recrutés, il y a une petite inversion des choses, on nous impose 12 heures quasiment. Et dans certaines situations, en tout cas quand c'est justifié par la prise en charge et une organisation plus adaptée des soins, on est évidemment tout à fait accompagné pour ces process de 12 heures. Et puis c'est aussi potentiellement la semaine de 3 jours ou la semaine de 4 jours, le 12 heures. Et donc on voit bien que ça devient un des critères quand même d'attractivité et de fidélisation, parce que nos jeunes professionnels majoritairement féminines dans les populations soignantes sont très sensibles à pouvoir organiser leur vie personnelle avec ce type de facilité. Gros dispositif de formation continue aussi sur l'évolution des carrières. On essaye de faciliter des carrières hospitalières
carrière, en donnant des perspectives, en formant sur des métiers qui sont un peu plus en tension. Et voilà, l'addition de ces actions, comme vous le disiez, hein, il n'y a pas d'action magique, mais en tout cas la somme d'initiatives et de résultats concrets nous permet d'espérer des améliorations. Et puis le dernier point quand même sur la politique RH, pour moi, c'est la formation et la formation permanente de l'encadrement. Et un petit exemple qui est intéressant, on a monté à Lille une formation par simulation où nos cadres sont confrontés à des situations de management du quotidien plutôt difficiles, avec des attentes et des équipes dont les attentes justement ont un peu évolué. Donc on crée un peu ces situations pour former par la simulation les cadres à réagir et à garder une cohésion et à apporter des réponses concrètes. Troisième orientation, et j'en termine là, c'est ce que vous évoquiez aussi, la fierté et le sentiment d'appartenance. Alors c'est très important, ça passe par des petites choses et ça passe par de grandes démarches. La participation de notre CHU à des événements sportifs où on identifie, où on est fier de porter les couleurs du CHU. Mais c'est aussi des grandes démarches comme l'engagement dans la transition écologique qui est très très attendu de beaucoup de nos jeunes professionnels et qui montre qu'on y va, qu'on s'intègre. Et puis ce qui est important aussi, je pense, dans notre contexte, c'est de communiquer sur nos initiatives, sur nos projets, sur ce que l'on est, sur ce que l'on fait. Et ça donne envie aussi de venir et de rester, en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup Angélique. Avant de passer la parole à la salle, j'imagine qu'il y aura quelques questions. J'aurais une question, quand on se pose la question aussi des freins ou des leviers, on a beaucoup parlé de nos leviers internes, et ils sont nombreux à l'échelle de nos établissements, mais je voulais savoir comment vous associez les collectivités territoriales, voire l'État, s'agissant de l'assistance publique hôpitaux de Paris, bien entendu, et puis nos partenaires universitaires à ces politiques d'attractivité et de fidélisation, puisque, ne serait-ce que s'agissant de l'université, on a tous en tête les nombreuses enquêtes actuelles concernant les internes et les nombreuses demandes, attentes de ces futurs médecins pour voir évoluer les conditions d'exercice qui sont les leurs pendant l'ensemble de leur semestre de formation dans les CHU. C'est à la fois des enjeux aujourd'hui pour avoir des médecins bien formés, c'est bien sûr des enjeux aussi pour demain qu'ils souhaitent rester à l'hôpital. Et voilà, je voulais savoir comment vous aviez pu travailler ou vous envisagiez de le faire avec ces deux gros partenaires des CHU. Merci. Alors, s'agissant des universités et des doyens, c'est très simple puisque le directoire de la PHP est composé de toute une série d'acteurs internes, présidents de CME centrales, locales et les doyens. Voilà, donc ils ont été totalement partie prenante. Avant de sortir mon document en septembre, il a été relu avec les doyens et on a fait des séminaires collectifs du directoire pour passer de ce document d'orientation à un plan d'action détaillé. Et donc on a essayé en effet de travailler sur les carrières HU, de même que sur les conditions de travail des internes et également sur les conditions de formation des infirmières et des métiers paramédicaux en tension. Voilà. Les collectivités locales, on les attend plutôt sur le logement, voilà, avec des réponses qui sont plus ou moins simples et faciles à obtenir. Et enfin, l'État a été en soutien de la PHP, parce que faire tout ça nécessite quand même d'y mettre un certain nombre de moyens et d'accompagner une institution dont la situation que je vous ai décrite se traduit par un déficit quand même considérable. Et donc, il faut caler une faisabilité économique à tout ça. Et donc, se recaler un PGFP, lui donner le temps, avec le moyen de pouvoir maintenir de l'investissement, de pouvoir consacrer des crédits pour accompagner l'ensemble de ces démarches, et l'État a été au rendez-vous. Petit témoignage aussi sur les liens et l'association avec l'université. Effectivement, le doyen est partie prenante de notre directoire également. On a un sujet très intéressant sur la formation et l'attractivité initiale des professionnels, où on essaye avec l'université de susciter des vocations via l'accueil de stagiaires plutôt jeunes pour découvrir des métiers qui deviennent en tension. On a une initiative assez dynamique sur les pharmaciens, par exemple, en ce moment. Donc, merci beaucoup. Je propose de passer la parole à la salle avec une assistance importante. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Et si oui, merci de vous rapprocher du micro.
Oui, j'avais une question concernant la technologie innovative pour essayer de rendre le personnel plus efficace. Est-ce que ça a été aussi sur la liste des actions? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas. Pardon de ne pas avoir tout cité parce que voilà, hein, il y en avait 30, donc j'ai voulu prendre quelques exemples. Mais en effet, nous avons une politique de déploiement d'outils numériques qui permettent de gagner du temps sur toute une série de tâches, que ce soit des choses concernant les procédures d'achat, de maintenance, dicter des comptes rendus. Donc voilà, on est en train de travailler. Alors on ne peut pas tout faire. Ça prend du temps, il y a des sujets de bande passante, de roadmap informatique, etc. Mais on est dans un travail d'essayer d'identifier où sont les besoins et ensuite de développer voilà, des nouvelles solutions numériques. Et on a aujourd'hui 6 ou 7 belles solutions numériques qui vont se déployer sur les 12 mois sur pas mal de grands sujets du quotidien. Je vous remercie beaucoup pour ce retour d'expérience. Merci.